Est-ce que le marché d'emploi congolais vous donne-t-il des opportunités d'épanouissement? Il y a des marchés, mais le problème, c'est comment répondre à ces exigences. Femme mariée, servante de Dieu, chef d'entreprise, ça se passe comment? En fait, je pense que toute chose part d'une certaine organisation. Il faut savoir chronométrer son temps. Les femmes entrepreneurs sont des femmes libres. Comment renverser la tendance, madame? L'importance, il faut donner à son travail, à l'objectif qu'on s'est assigné, à ce qu'on fait et à ce qu'on sait faire, pourquoi on les fait et dans quelles conditions on les fait. Dans l'entrepreneuriat, vous faites affaire avec le païen. Est-ce qu'il y a une compatibilité entre les sacerdoces et l'entrepreneuriat? Le monde me propose quoi dans l'entrepreneuriat? Le monde en tant que femme chrétienne, en tant que femme entrepreneur, c'est quoi? Je dois marcher avec les principes de la Bible et je dois marcher aussi avec les principes du marché. Dans les mondes, qui influence qui, à votre avis? Nous sommes dans une lutte. Chaque camp est en train de lutter. Et aujourd'hui, la lutte, c'est la lutte des âmes. Madame, avez-vous un message pour les femmes entrepreneurs chrétiennes qui nous suivent pour ces moments? J'ai envie de lancer un message pour ces femmes entrepreneurs. Nous devons être fortes. Et pour être fortes, nous devons être unis et soudés. Avez-vous un mot à l'endroit de cette structure qui vous donne la parole aujourd'hui? Je salue le professionnalisme. Merci, madame. C'est une équipe très professionnelle. Je vous envoie toutes les bonnes ondes, les ondes positives. Demain, j'aimerais voir les ministres passer à Sassa. J'aimerais voir, pourquoi pas, les présidents de la République passer à Sassa. Pourquoi pas demain le pape qui vient au Congo passer à Sassa. Pourquoi pas toutes ces personnes élevées en dignité passer à Sassa. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Sassa Débat, un débat démocratique et sans détour. Servir Dieu et entreprendre est synonyme d'avoir un pied dans les mondes et un autre dans l'église. Sacerdoce, entrepreneuriat, quelle incompatibilité? On en parle tout de suite. Pour en parler, je reçois pour vous Madame Jenny Feza, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Monsieur Henri. Comme je le disais, vous êtes servante de Dieu, prédicatrice de l'Évangile, mais aussi entrepreneur, chef d'entreprise. Et du coup, comment se porte votre entreprise, Soafez Sarl? Soafez Sarl se porte très bien. Donc, pour la petite histoire, Soafez c'est une sarle, donc comme vous l'aviez dit, qui se spécialise dans la construction, dans l'aménagement, dans la décoration, mais aussi dans l'importation-exportation. Mais nous avons plusieurs activités. Nous avons aussi le média. On ne vous fait pas concurrence, mais on le dit. Donc, nous avons aussi les médias. Nous sommes dans plusieurs activités qui répondent aux besoins parce qu'entreprendre, c'est aussi répondre à un certain besoin. Donc, après une étude de marché, on s'est dit non, il y a un besoin dans tel ou tel autre secteur et on entreprend pour se lancer dans ces activités-là. Donc, Soafez renferme plusieurs activités, mais l'activité phare, c'est vraiment la construction, l'aménagement, la décoration, l'importation et l'exportation. Est-ce que le marché d'emploi congolais vous donne-t-il des opportunités d'épanouissement? Bon, pour ce qui est de notre secteur, je dirais que non, il y a des opportunités. Mais il y a un sérieux problème dans la construction ici au Congo. Parce que pour aller dans des grands projets, parce que nous avons des très grands projets, nous avons une très grande vision. Ce n'est pas seulement une vision, c'est limité de construire des maisons ou bien des bureaux, mais notre projet, notre idéal, c'est d'aller très loin. Mais le marché congolais actuellement il y a des marchés, mais le problème, c'est comment répondre à ces exigences. Par exemple, je peux parler du marché sur les plans publics. Nous avons des constructions de routes, nous avons des constructions d'écoles, nous avons des constructions d'aéroports, des hôpitaux et autres. Maintenant, l'entrepreneur congolais se heurte au financement. Oui. Parce que quand il y a un marché qui arrive, il y a des exigences derrière ces marchés-là. Il faut aller avec, par exemple, partir avec des cautions parce qu'on doit rassurer la personne qui vous apporte le marché. Et actuellement, nous avons les expatriés qui nous écrasent sur le marché congolais. Pourquoi? Parce que nous avons un faible accès au financement. Les banques congolaises n'accompagnent pas forcément l'entrepreneur congolais. Parce que surtout quand on est appelé start-up, quand on commence son entreprise, quand on commence ses activités, on a besoin de connaître qu'est-ce que vous aviez déjà fait, qu'est-ce que votre background, quelles sont les activités que vous avez déjà réalisées. Et alors dans ces cas, on demande à l'entrepreneur congolais des choses qu'on ne sait pas forcément répondre tout de suite. Ouais. Parce que quand vous allez même dans une banque, la banque vous demande pour qu'elle vous finance, vous devez avoir des garanties. Ouais. Où est-ce que l'entrepreneur congolais trouve des garanties? Et actuellement, soit la garantie, c'est soit l'hypothèque,
c'est-à-dire des maisons ou bien des biens immobiliers ou bien des biens meubles, ou encore la garantie, ça doit être un cash collatéral comme les banques les appellent. Cash collatéral, c'est-à-dire tu apportes de l'argent, tu mets dans la banque et la banque te finance. Maintenant, un entrepreneur congolais pourrait marcher de 1 million, 2 millions, 10 millions de dollars. Quand la banque va vous demander, par exemple, pour une caution d'apporter 10% ou 20% de ce marché, vous voyez là où il y a les problèmes. Et actuellement, les expatriés, eux, ils viennent avec des capitaux. Ils sont financés d'où ils viennent. Dans leur pays d'origine, ils sont financés. Pourquoi? Parce que la banque suit l'entrepreneur. Mais ici au Congo, la banque ne suit pas l'entrepreneur. Et c'est ça le problème avec l'entrepreneuriat congolais. Nous avons des idées. Nous pouvons innover. Nous pouvons aussi faire par rapport à l'expertise, faire mieux ou bien comme les autres le font. Mais cela demande qu'il y ait du financement. Mais la banque ne nous suit pas. Et de l'autre côté, quand on vous apporte le marché, on vous demande déjà qu'il y ait des cautions, apporter des cautions, apporter ceci, apporter cela. Quelque part, c'est là la grande difficulté de l'entrepreneur congolais. Et surtout dans le domaine de construction où il y a beaucoup d'argent et cela demande beaucoup de moyens. Et l'entrepreneur congolais, quelque part, est buté à ce problème-là. Justement, vous parlez de la construction, on doit en parler. L'étude démontre que seulement 10% de la population entreprend dans ces domaines de la construction. Pourquoi votre structure s'épanche-t-elle sur cette dimension-là qui est moins connue du grand public? Pourquoi la construction? Pourquoi la construction? Déjà, comme je l'ai dit, entreprendre, c'est répondre à un besoin. Aujourd'hui, la RDC, le Congolais, nous sommes dans une phase de construction ou bien de reconstruction. Et on ne peut pas parler de construire ou de reconstruction s'il n'y a pas d'entrepreneurs qui entrent dans ce secteur. Donc c'est un secteur qui est porteur, c'est un secteur qui est là. Le Congo veut se construire, l'homme congolais veut se construire. Il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs marchés. Nous avons plusieurs projets du gouvernement qui vont dans le sens de la construction des routes, la construction des hôpitaux, la construction des infrastructures, la construction des aéroports. Donc c'est un secteur porteur parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend un risque, mais un risque qui est mesuré. On ne peut pas prendre un risque dans un secteur où on ne voit pas issue dans ce secteur-là. Alors aujourd'hui, si SOAFET s'est lancé dans ces secteurs de construction, c'est parce que c'est un secteur porteur. Et alors, le 2% que vous avez donné, je pense que j'ai eu peut-être à répondre à cette question, à cette préoccupation dans la première question, c'est l'accès au financement. Parce que quand on a un projet aussi ambitieux, nous devons avoir les financements qui suivent. Et comment est-ce que nous allons financer ces projets? C'est avec les banques commerciales. Mais ici aussi, un autre aspect que je voudrais relever, parce qu'au Congo, nous avons plus de banques commerciales que des banques d'investissement. Très bien. Parce qu'une banque commerciale, c'est une banque qui s'inscrit dans une phase de développement, qui accompagne, entre griffes, les sociétés ou bien les personnes qui se sont déjà lancées dans une phase de développement, aussi par rapport à leurs risques. Parce que chaque banque a aussi un appétit de risque. Oui. Les banques commerciales n'ont pas forcément cet appétit de risque. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup plus besoin des banques de développement. C'est-à-dire, ce sont des banques qui prennent le risque pour le développement. Et c'est là, on en a vraiment, j'ai envie de dire, on n'en a presque pas ici au Congo. Et l'entrepreneur congolais fait avec les moyens de bord. Il essaie de griffonner ça et là pour essayer d'avoir le moyen nécessaire pour se lancer dans ce qu'il a comme objectif. Dans ce contexte, avec cette difficulté de banque d'investissement, banque commerciale, c'est que l'entrepreneur congolais est devenu comme les diables dans un bénitier. Mais on va évoluer, madame. Vous êtes femme mariée, vous êtes servante de Dieu. Vous êtes encore, j'ai envie de dire, vous avez beaucoup de casquettes en fait. Mais comment répartissez-vous votre temps? Comment vous le faites pour la répartition de votre temps pour chaque rubrique? Femme mariée, servante de Dieu, chef d'entreprise, ça se passe comment? Au fait, merci pour cette question parce que c'est une question qui revient souvent et c'est même cela qui fait très peur à plusieurs femmes de se lancer dans l'entrepreneuriat. Au fait, je pense que toute chose part d'une certaine organisation, chronomètre. Il faut savoir chronométrer son temps, il faut savoir chronométrer ses activités. Et
essayer de donner moins de place au sommeil et beaucoup plus de place à l'activité. Parce que c'est vrai que non, quand on s'élance dans plusieurs choses, il y a certaines choses qu'il faut sacrifier. Et moi, pour ma part, je ne peux pas sacrifier mes enfants, je ne peux pas sacrifier mon mariage, je ne peux pas sacrifier ma vocation en tant que servante de Dieu, mais il y a certaines choses que je dois sacrifier. Par exemple, je donne moins de temps au loisir. Parce que ça fait partie aussi des besoins de l'homme, avoir des activités de loisirs. Mais pour moi, ce sont des choses que j'essaie de sacrifier. Je sacrifie le sommeil, c'est-à-dire je dors peu. Quand même, je prends le temps pour dormir assez, pour me reconstruire, mais je dors peu. Je ne peux pas me permettre de dormir de 18h à 6h du matin. C'est impossible. Je dois voir dans ces temps-là comment est-ce que je dois m'occuper de mes enfants. Le matin, je me réveille. Je dois prier. Normalement, en tant que chrétienne, je dois prier. Je prends le temps pour cela. Je dois m'occuper des enfants, c'est-à-dire, cela m'oblige à me réveiller tôt parce que je dois voir comment mes enfants se réveillent, comment est-ce qu'ils vont aller à l'école, comment est-ce que je les accompagne à l'école. Et il y a, pour ma part, je le dis pour moi, il y a, disons, une relation très très étroite entre l'école des enfants et moi-même. Je ne délègue pas les activités des enfants. Donc, quand j'ai un calendrier de l'école, je sais que non, à telle date, telle heure, il y a une activité qui oblige, qui exige que je sois là. Et dans mon chrono de mes activités, je dois faire en sorte de trouver le temps d'être là pour les enfants, d'être là pour l'école des enfants, de voir les devoirs des enfants. Quand mes enfants rentrent de l'école, elles savent qu'il y a un devoir, que je sois déjà là ou pas. Elles savent que non, à ce moment, on rentre avec les devoirs, on dépose à tel endroit, le journal des classes est déposé à tel endroit. Et quand je rentre, je vais directement à cet endroit-là. Et si je ne trouve pas le devoir des enfants, je ne trouve pas les cahiers de communication, je pose la question pourquoi. Donc il faut qu'il y ait tout un système, voilà, qu'il y ait toute une coordination, parce que si on n'arrive pas à coordonner les choses, très vite on se perd et très vite on trouve que la chose devient très lourde. Et voilà, par exemple, pour ce qui est des activités de l'église, je sais que non, j'ai culte tel jour de telle heure à telle heure. Je dois faire de mon mieux par rapport, parce que les activités de l'église, ce n'est pas non plus tout le jour, c'est des jours spécifiques. Déjà les dimanches, c'est un jour connu, c'est un jour off. C'est un jour off, à moins qu'il y ait certaines exigences qui peuvent intervenir dans l'entretemps. C'est un jour off, c'est le matin. Je sais que le matin, je dois être à l'église, je me rends à l'église avec les enfants. Et les jours des cultes, je sais que non, nous commençons les cultes à 17h30 jusqu'à 19h30. C'est 2h à 3h30. Et moi, je suis très satisfaite par le programme de l'église, parce que même les visionnaires de l'église tiennent compte des travailleurs, tiennent compte des entrepreneurs. C'est 2 à 3 heures du temps. Pas le jour des cultes, on sait que non, on se rend au culte, on rentre. Et puis pour ce qui est de la femme mariée, j'ai mes obligations, c'est une émission, ouais. J'ai mes obligations en tant qu'épouse, je dois m'occuper de mon mari, je dois m'occuper de mon ménage. Donc tout est question de coordination, c'est toute une machine qu'on doit mettre derrière. Et une fois qu'on a maîtrisé cette machine-là, je pense que les choses deviennent quand même assez moins lourdes. Elles ne deviennent pas très faciles, mais on essaie de les alléger. Donc, c'est une question de mettre tout un arsenal derrière et voir comment est-ce qu'on doit chronométrer chaque chose et avoir un calendrier. Ce ne sont pas des choses quand on est entrepreneur femme, on est marié, on est servante de Dieu. Donc, il est important de ne pas faire les choses d'une manière spontanée comme ça. Ouais. C'est toujours important d'avoir un calendrier et de mettre chaque chose à la place à chaque instant, et les choses peuvent aller. Merci, voilà. Madame. Vous suivez Ça débat, mesdames et messieurs, bienvenue à la seconde partie de votre émission. Madame, une première question pour cette seconde partie, c'est que en 2018, une étude révèle que seulement 39% des femmes sont créatrices d'emplois. Nous sommes conscients que ce chiffre est moindre. Mais ces femmes interrogées disent qu'elles sont victimes de préjugés de leur environnement, notamment les femmes entrepreneurs sont des femmes libres. Comment renverser la tendance, madame? Bon, déjà, moi, je vais partir d'un concept que vous dites, ce sont des préjugés. On dit victime des préjugés. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire à la femme congolaise, la chef d'entreprise, il ne faut pas trop donner l'importance aux préjugés. Mais l'importance, il faut donner à son travail, à l'objectif qu'on s'est assigné, à ce qu'on fait et à ce qu'on sait faire, pourquoi on les fait et dans quelles conditions on les fait. C'est vrai, on jette seulement cette tendance sur la femme, parce que déjà la femme, c'est vrai, c'est un être sacré. On a besoin que la femme
dans une certaine mentalité que la femme reste à la maison. Parce que cette femme qui sort, c'est cette femme qui s'expose. Cette femme qui sort, c'est cette femme qui est traquée comme un gibier, s'il faut le dire ainsi. Mais il y a des principes. Chaque personne a ses principes. S'il y a peut-être celles qui sont tombées dans un piège quelconque, il y en a d'autres qui ne sont pas tombés dans ces pièges-là. J'ai envie de le dire aussi aux hommes. Il y a des hommes qui font des affaires, mais peut-être les hommes ne sont pas exposés. Parce que quand on parle de l'exposition ici, permettez-moi le terme, on parle de la femme qui va aller vers une certaine tendance qui est assez sexuelle, s'il faut le dire. Un harcèlement, ou bien c'est donné facilement à certaines avances parce que peut-être c'est l'homme qui doit donner le marché. Peut-être c'est l'homme qui doit ouvrir une certaine porte et il y a certaines exigences. Mais je pense qu'aujourd'hui, si la femme entrepreneur congolaise sait ce qu'elle fait, elle peut dire non. Et si toutes les femmes, on s'est réunies à dire non à cet harcèlement-là, je pense que non, on fera déjà une certaine force. Mais parce que la femme congolaise, aujourd'hui, entrepreneur, on est en train de partir, j'ai envie de dire, d'une manière dispersée. Parce que sous d'autres cieux, nous voyons qu'il y a des coopératives. Il y a des femmes qui font déjà une certaine force. Elles n'y vont pas forcément seules. Elles y vont peut-être en coopérative. Elles y vont avec des principes. Il y a même des associations qui sont créées, des associations de femmes entrepreneurs qui y vont non au nom d'un individu, mais au nom d'une association. Et de là, s'il faut harceler une femme, elles sont 20, elles sont 30, elles sont 50, elles viennent avec un projet, elles viennent avec un idéal. Je vois que non, ça va donner quand même de la matière grise à ces hommes-là, s'il faut le dire ainsi, à ces hommes-là qui ont tendance à harceler les femmes pour leur donner de l'emploi ou bien pour leur donner le marché. J'ai envie de dire ça ainsi. Parce que s'il faudrait se bloquer parce qu'il y a une certaine tendance, il y a de ceux-là qui ont réussi sans avoir cédé. Oui. Il y a de ceux-là qui ont commencé et qui ont fini sans avoir cédé. C'est un modèle. Et d'autres aussi, par exemple, quand une femme va dans l'entrepreneuriat, c'est quoi sa force? Est-ce qu'aujourd'hui, la femme congolaise qui entreprend, elle y va parce que c'est un mode, c'est les gens, aujourd'hui, c'est tendance, comme on l'a dit, d'entreprendre. J'y vais comment? J'y vais avec quoi? C'est quoi la force qui m'anime? C'est quoi cette force que j'ai pour aller avec dans l'entrepreneuriat? Parce qu'il y a de celles-là, peut-être, qui pour leur force, c'est peut-être la beauté, leur force, c'est peut-être une certaine facilité chez certaines personnes, mais derrière, peut-être que non, la vase n'est pas très garni. Alors quand une femme, j'ai mes projets, j'ai ma façon de faire, j'ai un idéal, je pense que je laisserai moins de place à certaines choses. Parce que aussi une autre chose, quand il y a de ces hommes ou bien il y a de ces tendances, j'ai envie de dire comme ça, peut-être que les hommes ne disent pas que je suis sexiste, voilà, il y a certaines tendances. Quand tu vas avec un projet, quand tu vas dans un marché quelconque, sans avoir un background, sans avoir une chose à proposer, c'est là qu'on te propose n'importe quoi. Très bien. Mais quand tu as quelque chose à proposer, il est difficile qu'on puisse te proposer n'importe quoi. Parce que la personne, quand tu vas, elle voit déjà que tu es carré, que tu as une méthodologie, que tu as une méthode, que tu as un objectif. Il est difficile pour cette personne de t'amener dans tous les sens. Mais quand il y a des vides, tu vas, il y a des vides. Ces vides, on a toujours dit que la nature a horreur du vide. La personne, quand elle voit le vide, elle vient combler. Elle comble avec quoi? Très bien. Madame Jenny Feza, vous êtes servante de Dieu. Oui. L'évangile des Jean au chapitre 15, verset 19, je vous en fais l'économie. Il dit que vous, chrétiens, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Cela voudrait dire qu'avant tout, le royaume des cieux, le royaume des dieux. Et pourtant, dans l'entrepreneuriat, vous faites affaire avec le païen. Est-ce qu'il y a une compatibilité entre les sacerdoces et l'entrepreneuriat? En tout cas, moi, j'ai envie de dire que non, la parole de Dieu, elle est totale. Et il faudrait la prendre dans son bon contexte. Parce qu'ici, il faut prendre Christ qui est notre modèle. Christ est venu aussi dans ce monde et il a vécu avec les païens et il a gagné les païens. Aujourd'hui, je pense que la plus grande lutte, c'est de savoir qui influence qui. Très bien. Comment on influence? Parce que s'il faut rester aussi dans la Bible, Daniel était à Babylone. Daniel était parmi les grands occultistes de Babylone. Mais Daniel a été élevé à Babylone et à un moment donné,
même le roi de Babylone a fini par dire que c'est le Dieu de Daniel qui est le vrai Dieu. C'est de partir avec les principes. En tant que chrétienne, quels sont mes principes? Quelles sont mes limites? Comment est-ce que je dois marcher? La Bible nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire, vous ne devez pas adapter, prendre tout ce que le monde vous propose. C'est ça, pour moi, la compréhension de ce verset. Le monde me propose quoi dans l'entrepreneuriat? Le monde, en tant que femme chrétienne, en tant que femme entrepreneur, c'est quoi? Je dois marcher avec les principes de la Bible et je dois marcher aussi avec les principes du marché. Parce qu'aujourd'hui, même dans le marché, quand on va vous donner un cahier de charges pour le marché, toutes ces petites choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ne se retrouvent pas dans le cahier de charges. Jamais dans un cahier de charges, on nous dira que non, en tant que femme entrepreneur, viens, fais ceci pour qu'on te donne le marché. Cela n'existe pas. Même le monde a des principes, a des valeurs. Mais ce sont les gens, les acteurs autour de ces choses-là qui proposent certaines choses. Mais moi, en tant que chrétienne, femme entrepreneur, je dois savoir pourquoi, quelles sont mes limites, comment est-ce que je dois marcher. Parce que même Christ qui a marché avec les païens, il avait un objectif, c'était d'amener plusieurs vers le royaume. Même s'il a marché avec eux, mais il avait un objectif. Et moi, en tant qu'entrepreneur, chrétienne, chef d'entreprise, j'ai aussi mes objectifs. C'est d'apporter un certain développement, mais derrière, je dois continuer à respecter mon Dieu et je dois continuer, même si on n'est pas chrétienne, forcément, mais en tant que femme, on doit respecter la femme parce que la femme, c'est un être sacré, qu'on soit chrétien ou pas. Justement, madame, vous l'avez dit, dans les mondes, qui influence qui, à votre avis? Dans le monde, il y a une lutte d'influence parce que plusieurs, qu'on soit dans le camp de Dieu, la Bible nous dit, allez, faites plusieurs, mes disciples. Le diable aussi, il est dans son séjour, il sait que ses jours sont comptés et il veut amener plusieurs. Chacun cherche à influencer l'autre. Chacun cherche à influencer l'autre. Parce que l'autre camp, s'il faut le dire ainsi, le camp du diable ne va pas croiser les bras pour dire, bon voilà, venez, apportez-nous la bonne nouvelle et ramenez plusieurs là-bas. C'est une lutte. Nous sommes dans une lutte. Chaque camp est en train de lutter. Et aujourd'hui, la lutte, c'est la lutte des âmes. C'est la lutte des âmes. Et vous verrez aujourd'hui, plusieurs personnes ont le succès. Ceux qui vont de l'autre côté ont le succès. La première des choses que le diable demande, quand on entend les témoignages de ceux qui étaient de l'autre côté et se sont convertis, la première des choses, le diable demande l'âme. Il demande à ce tu puisses signer, tu puisses donner ton âme, tu puisses donner ton cœur, tu puisses donner ta vie, ton éternité au diable. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes venus. Et la Bible me dit, ma Bible à moi me dit, je vous envoie comme des brebis. Prenez, regardez cet exemple, vers les loups. Très bien. C'est-à-dire, de l'autre côté, il y a une lutte. Les gens viennent avec un certain acharnement. Voilà pourquoi on te dira, si tu ne fais pas ceci, on ne te donne pas ce marché. Si tu ne fais pas cela, on ne te donne pas ce marché. Voilà pourquoi la femme entrepreneur congolaise doit avoir un background, doit avoir de la matière, doit avoir des choses à proposer pour éviter à ce qu'on puisse te proposer des choses parce que tu n'as rien à proposer. Il faut quand même dire que jusqu'à preuve du contraire, vous en tant que femme chrétienne, entrepreneur, vous faites affaire avec de non-chrétiens qui sont parfois de païens et qui détiennent des grosses machines dans l'entrepreneuriat. Et du coup, il y a actuellement des filles entrepreneurs qui empruntent le chemin de Dubaï, la nouvelle mine d'or. Et l'on parle d'entrepreneuriat vers cette pratique devenue célèbre, le porti-porta. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça? Oui, j'ai un commentaire par rapport à cela, puisque vous me posez la question. On a tous entendu il y a quelques semaines, quelques mois, porta-porti ou porti-porta. Chacun doit faire un choix. Je crois que c'est une question de choix et une question de principe. Aujourd'hui, Dubaï, on va prendre Dubaï, on colle à Dubaï le porte-à-porte. Mais moi, j'ai envie de vous dire que depuis que j'étais toute jeune, toute petite, je connais des familles où des pères, des mères ont commencé à faire Dubaï. Et ils ont développé leurs entreprises. Par exemple, à l'est de notre pays, il y a une certaine catégorie de personnes, je n'ai pas envie de sortir le nom pour éviter, pour éviter certaines connotations, mais ils se sont développés depuis très longtemps avec Dubaï. À Dubaï, si on parle de porte-à-porte aujourd'hui, mais à Dubaï, il y a des véhicules.
À Dubaï, il y a des carreaux. À Dubaï, il y a des meubles. À Dubaï, il y a beaucoup de choses. Maintenant, quand moi je vais à Dubaï, c'est quoi mon choix? J'y vais pour faire quoi? J'y vais pour chercher quoi? Parce qu'à côté des portes-à-porte, il y a des rideaux. À côté des portes-à-porte, il y a de la peinture. À côté des portes-à-porte, il y a beaucoup de choses. Maintenant, moi, quand j'y vais faire quoi? Si il y a de ces jeunes filles, malheureusement, qui y vont dans l'esprit de la facilité, on vend telle chose pour avoir porte-à-porte. Mais moi, je me dis, il y a aussi des femmes qui y vont pour acheter des pagnes. Très bien. Il y a des femmes, il y a des hommes qui y vont pour acheter des clous. Il y a des hommes et des femmes qui vont pour acheter des véhicules. Je pense que c'est une question de choix parce que Dubaï, c'est un marché. Et dans un marché, il y a beaucoup de choses. J'ai envie de dire, il y a du tout dans un marché. C'est à chacun de faire le choix de quoi il veut prendre dans ce marché-là. Madame, avez-vous un message pour les femmes entrepreneurs chrétiennes qui nous suivent pour ce moment? J'ai envie de lancer un message pour ces femmes entrepreneurs. Nous devons être fortes. Et pour être fortes, nous devons être unis et soudés. Je crois que c'est le moment pour les femmes entrepreneurs congolaises de chercher peut-être à créer une mutualité ou bien une association de femmes entrepreneurs congolaises qui sont chrétiennes pour parler d'abord de nos difficultés. Parce que certes, il y a beaucoup de difficultés. Il y a certains marchés, plusieurs des femmes entrepreneurs congolaises chrétiennes te diront, j'ai raté peut-être ce marché ici parce que je n'ai pas voulu céder à cela. Je n'ai pas voulu céder à ceci. Mais au-delà de tout, j'ai envie de dire à cette femme entrepreneur congolaise, c'est que nous avons Dieu et nous avons une force. Nous avons une force, nous ne devons pas oublier que c'est vrai qu'entreprendre, c'est partir, c'est faire quelque chose. Ouais. Mais au-delà de cela, puisque nous sommes chrétiennes, nous devons toujours associer Dieu. Parler à Dieu de nos difficultés. Seigneur, regarde de l'autre côté. Dire à Dieu, il y a eu ceci, il y a eu cela. Je n'ai pas voulu céder à cela. Je n'ai pas accepté cela. J'ai perdu ces marchés. Puisque toi, tu es fort. La Bible nous dit, le cœur de roi, le cœur de ceux-là qui détiennent le marché congolais sont des cœurs comme les cœurs de roi et sont entre les mains de l'Esprit de Dieu. C'est ce que ma Bible à moi me dit. Les cœurs de roi sont entre les mains du Saint-Esprit et il peut les manier comme ça, comme il veut. Si aujourd'hui, cette tendance est de dire que bon voilà, cédons à ceci, cédons à cela, nous pouvons en tant que chrétiennes, entrepreneurs, crier aussi à Dieu, dire Seigneur, interviens aussi dans ce secteur. Que par ta main puissante, fais en sorte que nous aussi, nous puissions être acceptés avec nos valeurs. Parce que la Bible nous dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que quand Dieu va nous donner aussi ces secteurs-là, avec toute la connaissance que nous avons, avec tous les backgrounds que nous avons, la force de la femme entrepreneur congolaise chrétienne, c'est aussi la prière. Nous pouvons renverser la tendance. Nous avons ce pouvoir. Et aujourd'hui, je lance un appel. S'il y a moyen, peut-être avec ça débat, nous pouvons évoluer dans ce sens-là, chercher toutes ces femmes entrepreneurs congolaises chrétiennes, qu'on puisse se mettre autour d'une table. Créer une plateforme. Créer une plateforme où nous pouvons non seulement débattre des problèmes des femmes congolaises entrepreneurs, mais aussi d'invoquer Dieu pour ce problème-là, parce que notre Dieu est fort et il est capable de renverser la tendance. Merci beaucoup, Madame Denis Feza. Vous êtes la deuxième femme que nous recevons dans le cadre de Sasa Débat. Avez-vous un mot à l'endroit de cette structure qui vous donne la parole aujourd'hui? Sasa Débat, entretien démocratique et sans détour. C'est ce que je viens de voir, c'est ce que je viens de lire. En tout cas, merci d'abord, premièrement, merci à Sasa Débat, merci à... Il y a toute une équipe gigantesque ici, je ne vous le dis pas. C'est comme si nous étions en plein tournage d'un film hollywoodien. Il y a des matériels sophistiqués qui m'impressionnent personnellement. Merci. Malheureusement, vous ne pouvez pas le voir, mais ils sont là, on les appelle les héros d'Alombre. En tout cas, Sasa Débat, je vois que non, c'est une structure sérieuse. Parce qu'elle a mis les moyens pour que Sasa Débat devienne quelque chose de sophistiqué. Très bien. Quelque chose
qui donne envie, comme on le dit. En tout cas, personnellement, étant la deuxième femme, je salue la première femme qui était passée, je salue la troisième et la quatrième qui passera, si pourquoi pas la 20e et la 10e, acceptons parce que l'équipe de ça m'a contacté et m'a fait part de ce projet gigantesque. En tout cas, je n'ai pas hésité pour dire oui, parce que nous devons au-delà, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est accepter de prêter sa main forte, quelle que soit sa contribution, pour permettre à ce que l'autre aille de l'avant. J'ai fait appel à toutes les femmes, mais aussi à tous les hommes de toute tendance, politiciens. Je vois que c'est un entretien démocratique et sans détour. C'est-à-dire, il y a du tout. Les politiciens, les musiciens, les chrétiens, les pasteurs, les prophètes, les architectes. Les païens aussi. Mais bien sûr, je n'ai pas envie de les dire ainsi, parce qu'on ne puisse pas donner une certaine connotation. Je parle de tout le monde, toute personne qui a quelque chose à dire, qui peut apporter sa pierre de contribution à ça. Venez, vraiment, je suis très impressionné. Merci, et c'est une équipe très professionnelle. Ça, je salue le professionnalisme. C'est une équipe très professionnelle. Le journaliste, les présentateurs et toute l'équipe derrière, je vous salue. Je suis très impressionné. Et si je peux dire un mot, allez de l'avant. Je vous envoie toutes les bonnes ondes, les ondes positives. Demain, j'aimerais voir les ministres passer à ça. J'aimerais voir... pourquoi pas les présidents de la République passer à ça. Pourquoi pas demain le pape qui vient au Congo passer à ça. Pourquoi pas toutes ces personnes élevées en dignité passer à ça. Même ceux-là qui ne savent pas encore où commencer, venez chez ça. Il y a de très bonnes idées, il y a des questions qui vous poussent à réfléchir. Et je pense que quand on réfléchit, il y a moyen de sortir et d'éclore. C'est ça aussi, ça. Et c'est la fin de votre émission. Henri Guindo à la présentation, supervision réalisation John Daniel Kassalou. On prend rendez-vous sur le www.sasastudio.net.